Eh bien, bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs. Donc, après Aymeric Zubléna, l'architecte, Jean-Jacques Hano, le cinéaste, aujourd'hui, à moins que je ne me trompe, c'est notre très cher Jean Anguera, magnifique sculpteur, qui va vous parler de son fauteuil. Je pense que vous risquez d'être tellement passionné. Je vous signale qu'après, il dédicacera ici même, un livre qui lui est consacré. Et enfin, pour vous dire que nous continuerons ensuite, cette fois-là avec la peinture, le 22 avril, avec notre ami Philippe Garrel, que je vois ici même, peintre, qui lui vous parlera. Et vous verrez, la peinture, c'est pas mal aussi. Mon cher, à toi. Merci. Enfant, j'avais 2 livres dont je regardais constamment les images. C'était un livre sur les animaux de la jungle et un autre qui s'intitulait « Découverte de la sculpture moderne » de Jean Cels. Jean Cels était un écrivain d'art admirable de clarté d'esprit, avec un grand sens de la synthèse, complété par une très belle écriture. Je tiens à rendre hommage à la mémoire de Jean Cels. Malheureusement, dans cet ouvrage, Jean Cels traite la sculpture du XIXe de monument d'ennui. Ce n'est pas ce que je pensais enfant, et je ne le pense toujours pas. Ces statues qui commémorent les grands hommes et les grands événements de leur temps, ces allégories, ces fontaines à thématiques mythologiques, peuvent nous sembler décadentes, banales, fantaisistes, gratuites dans leur sujet, parfois larmoyantes, pudibondes, impudiques, voire ridicules. Elles témoignent pourtant des sentiments des hommes d'une époque qu'il faut essayer de comprendre sans juger. Mais surtout pour nous tous, elles donnent un attrait incontestable au paysage de la ville. Beaucoup ont disparu, même énormément ont disparu en réalité, mais supprimons celles qui restent et elles manqueraient cruellement à notre décor quotidien. Ces artistes possédaient un métier incontestable. Et pour ma part, ce qui m'ennuie, c'est la sculpture qui témoigne d'un métier approximatif. Le XIXe, incroyablement actif, mais incroyablement bouleversé, avait besoin de monuments commémoratifs. Et pensons à l'Hôtel de Ville de Paris, qui date de 1882 et qui compte sur ses façades plus d'une centaine de sculptures de grands hommes ou d'allégories, toute grandeur nature. Beaucoup de sculpteurs étaient nécessaires et beaucoup sont maintenant oubliés. Ces sculpteurs étaient célébrés en leur temps et parmi ceux-ci, quelques-uns sont entrés à l'Académie et m'ont précédé sur le fauteuil numéro 3. De cette lignée de sculpteurs, quelles leçons tirer ? La première, sans doute, est la fragilité de la notoriété. Et la seconde est l'illusion sociale du mérite. Mais la création, au centre de cette illusion, conserve sa liberté. La vérité de la sculpture reste intacte parce qu'elle est indéfinissable. Indéfinissable car, selon Jean Cels, la sculpture, en se situant dans la réalité tangible, au milieu de nous, dans notre espace, est un intermédiaire entre les hommes et les dieux. Alors, je parlerai d'abord de Claude de Joux, qui a, pour moi, je me suis énormément attaché à cet homme, qui a un destin assez extraordinaire. Je ferai très peu d'historique, je parlerai essentiellement des œuvres. Mais Claude de Joux est un homme qui est d'origine extrêmement pauvre et qui a, un jour, à l'occasion d'un voyage à Marseille, a découvert la sculpture de Puget, lui-même travaillé pour un artisan comme sculpteur sur bois et a décidé de devenir sculpteur. Je vais commencer par la sculpture du Saint-Sébastien. Alors, d'abord,
Oui, alors voilà, je commence par être tout à fait dans l'ordre des choses. Voici un portrait de Claude Dejoux qui a été réalisé par David Danger. David Danger a réalisé une quantité phénoménale de médailles, de médaillons, il était d'ailleurs très connu pour ça. Voici un portrait de Claude Dejoux, mais vous verrez qu'il a fait un autoportrait qui est tout à fait considérable et absolument fabuleux, et celui-ci vous paraîtrait un peu fade à côté. Alors, le Saint-Sébastien, voilà le Saint-Sébastien. C'est une œuvre qu'il a réalisée c'est une œuvre pour entrer à l'Académie. À l'époque, on réalisait une œuvre pour entrer à l'Académie. Ce n'est plus à l'heure actuelle ce que l'on fait. Vous voyez, c'est une magnifique composition. Moi, j'ai un écran ici où je peux voir les choses. Magnifique composition, une cascade de formes qui spirale en tombant, et sur le plan anatomique, c'est absolument somptueux. Vous pouvez aller la voir au Louvre, hein, c'est tout à fait possible, mais vous la verrez dans des conditions un peu spéciales, puisqu'elle est au milieu de toutes les œuvres, tous ces chefs-d'œuvre qui étaient réalisés pour entrer à l'Académie. Et on ne peut pas tourner autour, on ne peut pas sentir cette espèce d'effet spiralé de cette œuvre. Regardez un petit peu la composition des formes, la manière dont le voile à la fois tombe. Il y a tout un écroulement des formes. Il y a une question anatomique, vous voyez que c'est absolument magnifique. Il s'était d'ailleurs inspiré d'une œuvre d'un Saint-Sébastien qui avait été réalisée par Puget pour la ville de Gênes. Une autre œuvre que j'aime énormément, qui est un portrait de Marie-Christine Brignol, princesse de Monaco, donc une personne quand même assez considérable, et c'est un portrait en terre cuite, et il peut vous faire penser immédiatement à un portrait de Houdon. Ce qui est remarquable, alors les portraits de Houdon sont quand même des monuments de simplicité et de justesse, mais ce qui est remarquable dans ce portrait, c'est son côté vivant. Qu'est-ce que ça veut dire pour un art de l'immobile que rendre ce côté vivant? Ça n'est pas un moulage qui serait mortuaire, ce n'est pas une photographie, ce n'est pas la représentation d'un instant. La ressemblance est une invention qui se construit dans le temps, et ce temps rassemblé dans l'œuvre se redéploie pendant notre contemplation. Alors, évidemment, ici, ce sont des photos, mais évidemment, quand on voit le portrait, quand on est à proximité de ce portrait, il y a justement ce sentiment de vie, ce sentiment de mouvement avec le regard qui se tourne, avec déjà qui est accompagné par le mouvement de la tête, et vraiment quelque chose de tout à fait admirable. Et en particulier, vous voyez le traitement des cheveux. Le traitement des cheveux, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si on voit un détail. Voilà, oui, le traitement des cheveux. Regardez un petit peu, c'est absolument hallucinant. Et c'est fait avec une simplicité. On a l'impression qu'il n'y a absolument aucun effort. Il n'y a aucun... vous savez, ces grands artistes, ils ne montraient pas du tout l'effort, la construction, le côté laborieux. Ça paraît être d'une aisance. Or, il faut bien savoir que la chose la plus difficile à réaliser en sculpture, en art figuratif, ce sont les cheveux. Et vous verrez toutes les solutions qui ont été adoptées à travers tous les artistes qu'on va voir. J'ai mis cette photo parce que derrière, il y a l'écriture de... Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a ici, si vous voyez l'écriture de Claude Dejoux, qui a... en quelque sorte signé et intitulé ce portrait. Et alors donc, le clou du spectacle, c'est l'autoportrait de Dejoux, un autoportrait en bronze, donc à partir d'une terre cuite. Hein, on n'arrive jamais au bronze directement. Il faut savoir qu'on passe par la terre cuite, le plâtre, et puis le bronze. Et vous voyez que c'est lui, en lui et hors de lui. Quand on est capable de se représenter ainsi, de se présenter sans mièvrerie, mais sans excès, sans concession, mais sans outrance, et ni surtout sans caricature, avec l'acceptation d'un visage qui montre les efforts, les échecs, les victoires,
on témoigne simplement d'une dimension incroyablement humaine et enfin, il est extraordinairement présent, ce portrait. Je trouve que vraiment c'est une chose dont je suis vraiment heureux de la part de Dejoux, dont on possède très peu d'œuvres. Hein. S'il y a une dizaine d'œuvres en tout en France de Dejoux, c'est bien le maximum. Donc il y a très peu d'œuvres de lui, mais c'était un homme qui avait un caractère, dans les témoignages, on voit que c'est un homme qui avait un caractère assez difficile et en même temps d'une très grande générosité. C'est une sorte de bienfaiteur à cette époque, mais c'était un homme qui était dit sans concession et surtout, comme l'avait dit M. Quatremer de Quincy, d'un maniement difficile, très dur en affaires, alors que ce n'était pas un homme d'affaires. Hein. Il était dur en affaires, c'est-à-dire que c'était oui ou non, il n'y avait pas d'alternative aisée avec lui. Voilà. On va passer à Jean-Philippe Le Sueur. Jean-Philippe Le Sueur, contrairement à Dejoux, Jean-Philippe Le Sueur, dont voici un portrait par Jules Boilly, qui a fait le portrait de pratiquement tous les académiciens de ce temps. Vous voyez que c'est un homme qui tranche radicalement avec Dejoux. Le Sueur, c'est un homme aimable et doux, de commerce agréable, enfin les témoignages en le disent, tout en rondeur, et ce portrait, il doit être assez exact. Alors, les régimes sont renversés, les statues aussi, malheureusement. À la Restauration, la dizaine de représentations monumentales que Le Sueur a fait de l'empereur et qui parsemaient Paris ont, bien entendu, été retirées et détruites à la Restauration. Donc, pas de Napoléon par Le Sueur. Ce qui reste de lui, ce sont essentiellement des bas-reliefs. Voilà un bas-relief que vous pouvez peut-être situer dans votre mémoire. C'est un bas-relief qui se trouve sur un fronton à l'intérieur de la cour carrée du Louvre. Et Apollon récompensant la science et les arts. C'est le pavillon nord de la cour carrée du Louvre. On va s'approcher. Vous voyez que c'est quand même... Alors, c'est extrêmement classique. Les gravures de ce temps c'est une gravure en volume. Hein. Vous savez que le terme de sculpture vient de gravure. Eh bien, c'est vraiment une gravure en volume. Mais regardez à quel point la qualité de lisibilité des formes. C'est magnifique, tout en étant extrêmement classique. Alors, ces bas-reliefs, personne ne les a retirés, parce que d'abord, ils étaient extrêmement consensuels. D'une certaine manière, une thématique assez anodine. Et en tout cas, je remercie Pierre-Alexandre Crétès, je ne sais pas s'il est là, mais je le remercie pour avoir fait ces photos qui n'étaient pas faciles à prendre, parce qu'en fait, c'est difficile à prendre ces bas-reliefs qui sont en hauteur. Voilà un autre bas-relief de l'instruction publique, voilà, qui orne le Panthéon, qui est en haut du Panthéon. Voilà. Vous voyez, le bas-relief, il est tout au centre. Bon, il est très en hauteur, c'est très difficile à photographier. Je passe à Jean-Baptiste Roman, autre sculpteur dont on a finalement très peu de témoignages. Cet homme enfin, dans les archives, il y a très peu de témoignages de la vie de Roman. Il rentre à l'Académie à 39 ans et décède 4 ans plus tard. Il meurt donc relativement jeune, mais en plus de ça, il a très peu produit. Ce qui reste de lui, ce sont des œuvres très raffinées, modelées extrêmement fluides, extrêmement polies. Il n'y a plus aucune forme, je dirais, aucune accroche de la forme tout a disparu. C'est très lisse, c'est presque fluide. On a l'impression que la photo n'est pas très bonne parce que la lumière a l'air de courir sur toute la surface sans s'arrêter nulle part, n'est-ce pas? Et ça, c'est dû à sa manière, une manière incroyablement fluide. On a l'impression que les corps sont sans ossature, n'est-ce pas? Il y a une espèce de sensualité, un abandon qui est très particulier, un sentiment d'évanescence, même de transparence parfois. Je ne vais pas en dire de trop quand même, mais un petit peu un côté immatériel. Et puis, vous le voyez dans le traitement des cheveux, on voit quand même un côté décoratif. Mais c'était un homme qui était capable de force. On aura une autre sculpture de lui qui se trouve au Louvre aussi,
qui est la mort de Nisus et d'Orial. Voilà, tout à fait le désir des sculpteurs de ce temps de rejoindre la beauté de l'antique, n'est-ce pas, des héros complètement nus. Là, ce n'est pas une sculpture simple, elle a un côté baroque, mais De Joux aura réalisé, par exemple, pour revenir à lui, des commandes avec des statues totalement nues à un moment donné où il n'était plus tout à fait question de faire ça. Et un admirable portrait de roman, un portrait du peintre Girodet dont il était ami. Et alors Girodet était aussi, il y a quelque chose dans la peinture de Girodet qui est aussi un début à la naissance d'un certain romantisme, hein. Mais c'est à la fois très fluide comme forme, mais c'est quand même extrêmement énergique. Cet homme ne s'en laisse pas compter. Et alors, regardez le traitement des favoris de la chevelure. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'à l'Académie, dans la salle Jacqueline de Romilly, où nous tenons parfois des réunions de jury, il y a un portrait qui, en fait, est une copie de cette sculpture, ce qui montre que cette sculpture, ce portrait de Girodet, était quand même très célèbre en son temps, car ce n'est que des sculptures célèbres dont on tentait de faire des portraits. Alors, je n'ai pas pu résister au fait de vous montrer l'original et la copie, qui est à droite, n'est-ce pas, et qui est quand même une très très belle œuvre, hein. Enfin, à mon sens. Alors, le suivant est Louis Petitot, né à Paris en 1794. La statue de Louis XIV sur la place d'armes du château de Versailles, de qui est-elle? Je vous pose la question. Elle ne date pas de Louis XIV. Elle a été érigée en 1836 par un sculpteur de 42 ans qui se nomme Louis Petitot. La voici, vous la connaissez tous, n'est-ce pas? Il n'a pas réalisé le cheval. C'est son beau-père, un sculpteur qui avait un certain renom, qui s'appelait Pierre Cartelier, qui a réalisé le cheval. Lui, il a réalisé Louis XIV. Il a réalisé le roi. C'est dire la responsabilité qui pesait sur ses épaules à une époque, à ce moment-là, n'est-ce pas, où il y avait ses descendants qui étaient sur le trône. Il ne fallait pas trembler. Et vous voyez que cette sculpture ne tremble pas, loin de là. Elle n'est même pas hésitante, hein. C'est une belle sculpture. Alors il faut dire que Louis Petitot est en quelque sorte l'Horace Vernet de la sculpture. Horace Vernet étant le peintre officiel côté peinture. Et c'est un artiste sûr et sur lequel on peut compter. Alors là, vous le voyez à Versailles, mais en fait, vous fréquentez très souvent Messidor Petitot, Louis Messidor Petitot, vous le fréquentez dans les rues de Paris. Et en particulier, je vous montre... Ah non, alors d'abord, une sculpture de lui qui se trouve au Louvre, donc vous pouvez aller voir un de ses marbres, alors traité un petit peu à l'antique, n'est-ce pas, mais avec une jolie cascade des formes. Voilà, bon, le traitement des cheveux est un petit peu décoratif, mais sinon, il y a quand même une beauté de l'ensemble. C'est quand même une très belle œuvre, très classique. Voici des œuvres que vous connaissez, que vous fréquentez sans savoir qu'elles sont de M. Petitot. C'est la ville de Lyon, qui se trouve à un angle de la place de la Concorde, et la ville de Marseille, pour les Marseillais, n'est-ce pas? C'est important, la ville de Marseille. Ce sont des sculptures monumentales, évidemment, mais d'une réalisation absolument impeccable sur le plan anatomique. Bien entendu, à l'époque, on n'entrait pas à l'Académie si on n'avait pas une connaissance absolument parfaite de l'anatomie, mais également du mouvement des plis, des choses comme ça sont extrêmement importantes. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur, n'est-ce pas? Il n'y a pas de... c'est une invention, mais c'est une invention, on pourrait dire, d'un métier incomparable. Alors, il y a d'autres sculptures que vous fréquentez de temps en temps. C'est celles qui sont sur le pont du Carrousel. Et voici la ville de Paris. Bon, il faut savoir où se trouve la ville de Paris à Paris. Eh bien, elle se trouve sur le pont du Carrousel et elle est de Messidor Petitot. Bon, c'est l'élégance classique
Ce sont des sculptures que moi, personnellement, j'aime beaucoup parce qu'elles sont d'une sérénité, d'une puissance, d'une présence, je dirais, elles m'apparaissent un petit peu comme des collines, comme des montagnes, mais des montagnes qui se gravissent, qui sont faciles d'accès. Pour moi, c'est une très belle œuvre. Voilà, monumentale. Dans le monumental, il faisait très fort. Nous sommes allés, Laure et moi, photographier ces œuvres par un temps qui était un peu comme ça, quoi, un peu de la pluie menaçait, mais avec une lumière donc sans ombre, on pourrait dire, hein, mais ça reste quand même de très belles œuvres. La sculpture parisienne n'a pas besoin de beaucoup de soleil. Jean-Baptiste Guillaume. Alors là, on arrive à un sculpteur considérable. Voici son portrait par Auguste Rodin. Tout le monde n'a pas son portrait réalisé par Auguste Rodin. Et vous voyez qu'il faut que je fasse passer mes feuilles parce que sinon, je n'y arriverai plus. Jean-Baptiste Eugène Claude Guillaume. Eugène Guillaume, j'ai envie de le voir un peu comme l'a vu Rodin, avec cette barbe qui semble vouloir remonter vers le haut, avec ce visage qui ne reflète pas la tranquillité, mais plutôt l'inquiétude, avec ce regard tendu, tourné aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur. Et Rodin le représente en 1903, donc tout à fait à la fin de la vie de Jean-Baptiste Guillaume. Il va mourir dans 3 ans. Il a 80 ans et Rodin en a 60, en 63. Rodin a réalisé énormément de portraits à la fin de sa vie. Jean-Baptiste Eugène Guillaume est énorme travailleur, est devenu rapidement célèbre et il a réalisé une quantité absolument impressionnante d'œuvres, de commandes pour des édifices religieux civils, pour des places publiques. Et nous sommes allés photographier quelques-unes de ses œuvres à la basilique Sainte-Clotilde, car il est particulièrement présent à la basilique Sainte-Clotilde dans le 7e arrondissement. Cette basilique, dont la construction date de 1850, est dite néo-gothique. Alors nous sommes en pleine période de Viollet-le-Duc. Hein. Elle participe de ce regard renouvelé sur l'architecture médiévale, longtemps déconsidérée, et que Viollet-le-Duc estime plus proche de la nature, et donc moins artificielle que les architectures de style Renaissance ou baroque. Deux sculptures sur la façade de l'édifice sont de Guillaume. Un portrait en pied de Sainte Clotilde, la voilà, sur la façade. On connaît bien Sainte Clotilde. Et puis un portrait de Clovis. Voilà, puisque Sainte Clotilde était l'épouse de Clovis, tout le monde le sait. On pourrait penser que ce sont des œuvres du XVe. En fait, pas du tout, bien sûr. On est loin des formidables imagiers du Moyen-Âge. Hein. On est loin de cette sculpture incroyable d'invention, de fantaisie, de liberté et d'équilibre que sont les sculpteurs du Moyen-Âge. Mais je dirais que, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Je dirais le retrait, la modestie, une forme de soumission. Guillaume n'est pas là pour casser la baraque, pour exister à tout prix. Pourtant, il ne se contente pas de décorer ou d'animer la façade, il est dans la lignée de Viollet-le-Duc, dont la doctrine est d'exister sans insister, de se dévouer dans une forme de sincérité. Et je crois qu'il convient de regarder avec cette douceur l'œuvre de Guillaume. Alors, par contre, à l'intérieur de Sainte-Clotilde, il y a des bas-reliefs très intéressants, évidemment un peu dans l'obscurité, ils ne sont pas simples à photographier, ils ne sont pas simples véritablement à regarder et à contempler, mais ils sont très très beaux si on y attache de l'importance. Ici, c'est la vie de Sainte-Clotilde, le baptême de Clovis, la mort de Sainte-Clotilde, c'est de la pierre calcaire, assez classique, mais la beauté est dans la qualité des scènes qui sont représentées, dans la lecture, dans la lisibilité des scènes et dans les détails.
Regardez ces détails touchants, là. C'est la guérison de Clodomir. Alors, regardez cet enfant qui est tenu, la façon dont l'enfant est dans et à proximité de Sainte Clotilde. Je trouve ça absolument adorable de tendresse et d'invention. Et alors, là, c'est le jeu de main des personnages. Regardez ces mains, comme elles se tiennent. C'est très inventif. Pour faire ça, il faut un énorme métier, je ne sais pas comment le dire, mais c'est d'une extraordinaire invention et métier. Et on a tendance à considérer ça comme, oui, c'est normal, c'est un sculpteur du 19e, il sait faire, donc voilà, on passe outre. C'est faux, il ne faut pas passer outre cet art. Alors là, 2 sculptures polychromes. Alors la sculpture polychrome, c'est vraiment plus du tout de notre temps, du goût de notre temps. La reine Sainte Clotilde et Sainte Valérie. Bon. Un détail de Sainte Clotilde pour vous donner un petit peu l'esprit de Guillaume. Voilà, regardez Sainte Clotilde à la main à travers un voile. Regardez le traitement, je ne sais pas si on voit bien, le traitement de la main, comme on la sent à travers le voile, c'est en pierre. Il faut être capable de faire ça. Je trouve que c'est un détail qui dénote d'un amour des choses, d'une sensibilité quand même extraordinaire. À l'époque, ils s'en rendaient compte. Ils faisaient attention à ça. Et là, ce sont les 2 anges qui viennent reposer la tête de Sainte Valérie sur son buste, n'est-ce pas? Parce qu'elle a eu la tête tranchée. Et donc, ils viennent reposer la tête. C'est tout à fait adorable, moi, je trouve. Nous sommes allés ensuite photographier, je ne sais pas si M. Le Ribot est là, mais nous sommes allés ensuite photographier à Orsay. Il y a 2 sculptures somptueuses de Jean-Baptiste Guillaume, et d'abord cet Anacréon, qui est un peu plus grand que grandeur nature. Alors, évidemment, tout de suite, ce qu'on voit, c'est la connaissance anatomique de Guillaume. Il n'y a pas une faute, hein. Vraiment, c'est extraordinaire. Et les plis, le traitement des plis, est-ce qu'on voit ça? Est-ce que j'ai une photo? Oui, là, à droite, les plis du vêtement. Et alors, ce qui est tout à fait adorable comme détail, et ce qui montre la nature un peu facétieuse de Jean-Baptiste Guillaume, c'est ce côté, l'orteil qui se relève, comme ça, ce petit orteil qui vient se relever, n'est-ce pas? Et alors, toute cette construction, toute cette énorme sculpture, toute cette attention sculpturale, toute cette présence sculpturale pour arriver à un bras qui finit par porter un bol d'eau à un pigeon. Voilà. Je trouve que c'est bien dans la nature de Guillaume, cette espèce de modestie et de retrait, de force, et en même temps Et alors bon, évidemment, c'est le thème d'Anacréon, poète grec, qui dénonçait la vanité de l'homme et de ses entreprises. Et alors, une très très belle œuvre, qui n'a pas pu ne pas sidérer à l'époque, c'est Le Faucheur, qui n'est pas très loin à Orsay, n'est pas très loin de l'Anacréon. Alors ça, c'est une œuvre absolument admirable. On pourrait dire qu'elle annonce Constantin Meunier, mais l'intérêt n'est pas qu'elle annonce ou qu'elle n'annonce pas, on s'en fiche complètement de ça. C'est d'une très grande simplicité, d'une force, d'une puissance, enfin c'est évident. C'est une sculpture évidente. C'est une sculpture qui signe quelque chose en dehors du temps. Et donc qu'elle ait inspiré Constantin Meunier ou pas, ou tant mieux, ou d'autres sculpteurs, en tout cas c'est la gloire de Guillaume, de cet homme. Je passe au suivant, André Allard, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Tout va bien, je ne sais pas. Hein. Et André Allard. Alors André Allard, lui, il passe le 19e, hein, il arrive dans le 20e. Alors lui, il a une vie complètement romanesque. Je ne la dirai pas parce que ça nous entraînerait à un roman du genre Balzac ou plutôt, enfin je ne sais pas moi... un roman du 19e, Eugène Sue, je sais pas moi, enfin un truc complètement incroyable, d'une famille extraordinairement pauvre. Il a eu de multiples déboires pour arriver à devenir sculpteur, et non seulement il est arrivé à devenir sculpteur, mais il a eu un des plus grands ateliers de Paris. Ah, voilà. Et il a créé énormément, comme il était d'origine du Sud,
il a créé énormément de sculptures pour... voilà son portrait. On ne voit pas le côté romanesque de sa vie dans ce portrait. Peu importe, je passe et j'arrive. Alors ça, voilà, il avait des commandes absolument énormes. Ça, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le groupe de la Fontaine Cantini, place Castellane à Marseille. Mais tout Marseille est rempli de ses œuvres. Et si vous allez à Marseille, ben, vous verrez du Halard. Voilà. Je crois que j'ai fait les photos des 4 côtés de la fontaine. Je n'ai pas mis d'autres sculptures, sauf ce monument à Frédéric Leplay. Pourquoi? Parce qu'il est en bronze. Il faut savoir que les sculptures, quand elles sont en pierre, on peut les briser, mais quand elles sont en bronze, on peut récupérer le métal. Et entre 40 et 44, 1940 et 44, il y a plus de 20 000 sculptures en bronze qui ont été monumentales, qui ont été prises sur les places à droite, à gauche. Le Condorcet qui a à l'extérieur de l'Académie, par exemple, a été retiré. Ça n'est qu'un retirage pour utiliser le bronze, pour faire les culots d'obus, n'est-ce pas? Et c'est dire qu'il y avait beaucoup d'œuvres, mais qu'il y en a beaucoup moins, quand même. Miraculeusement, le portrait de M. Leplay, qui était un ingénieur, un homme absolument chargé de décoration, il a tellement de décorations qu'il s'assoit pour pouvoir les porter, un homme qui a absolument admirable, un homme absolument... La vie de Frédéric Leplay, mais c'est extraordinaire. Bon, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la beauté de l'œuvre. Et j'ai plusieurs sculptures, voilà, plusieurs photos, je veux dire. Voilà il est au Jardin des Tuileries. Alors, je me suis demandé s'ils ne l'ont pas pris. C'est pas parce qu'ils ont pris Arago. Ils auraient bien pu prendre Frédéric Leplay. Non, ils n'ont pas pris Frédéric Leplay. Moi, je pense que c'est qu'il était dans la végétation, et comme le bronze est complètement vert, on ne l'a pas vu. Il s'est dissimulé. Donc, on l'a conservé, et grâce, on soit rendu à l'art et à cette époque terrible. Alors là, on va passer donc à une chose qui nous est beaucoup plus contemporaine et beaucoup plus, comment dirais-je, proche de notre esprit. Paul Landowski, dont voici le portrait par Henri Lagriffoul, un beau portrait classique. Et voilà une des premières sculptures de Paul Landowski. C'est un David combattant Goliath qu'il a réalisé pour le prix de Rome qu'il a eu. Il est parti à Rome. Et ce David est écartelé, il est tendu à l'extrême. J'ai cette photo. On est allé au musée, il faut aller absolument au musée de Boulogne-Billancourt voir la sculpture de Paul Landowski, puisqu'il y a 3 salles magnifiques qui lui sont consacrées. Donc on n'a pas comment dirais-je, d'excuses si on ne le connaît pas. Mais c'est un très très beau sculpteur. Ça, c'est une sculpture de jeunesse. On voit que c'est une explosion, véritablement, cette sculpture. C'est très étonnant. En tout cas, ça n'a pas arrêté les juges du prix de Rome, parce qu'ils ont estimé cette sculpture. Mais voilà une autre sculpture un petit peu plus tardive, qui est l'hymne à l'aurore. Là, c'est le plâtre original, qui fait à peu près 2 mètres de haut. Enfin, il est un peu plus grand que grandeur nature. Et là, on voit qu'il était quand même capable d'une énorme réserve, d'une intériorité. Moi, je trouve cette sculpture très belle. On dirait que cette femme, elle fait une sorte d'apparition. Elle est entre l'éveil et le sommeil. Elle est quelque chose de... C'est extrêmement touchant. Et bien sûr, c'est toujours pour ces académiciens, encore pour Landowski, une connaissance parfaite de l'anatomie, comme on peut le voir au pli, par exemple, de l'aine, au genou, des choses comme ça. Il n'y a pas d'erreur. Hein. C'est un choix formel de sa part, ce rendu anatomique. Ce n'est pas par défaut. Alors, Landowski, évidemment, il a fait la guerre de 14-18, il en est revenu avec la Croix de guerre, une vie... son temps, je vais lire un petit peu, hein, m'excusez, ça va me reposer, peut-être parce que son temps témoigne de violence sans égale, et puisque l'heure était venue de la grande indifférence, l'art devient autonome, vu, regardé par chacun à sa manière, systématique, théorique, peut-être pour gagner en assurance.
c'est le moment de l'arrivée du cubisme, du fauvisme, du futurisme, du mouvement en isme, qui sont plus théoriques. Dorénavant, l'artiste est maître de sa conduite. En réalité, il marche sur un fil au-dessus du vide, car cette liberté acquise est une liberté extrêmement difficile, et en particulier pour les sculpteurs. Comment vivre? Comment vivre sans la commande? La sculpture s'autorise une forme de liberté, mais de fragilité aussi et d'incertitude. Elle est attachée au socle de la matière. Et si elle veut conquérir l'esprit, c'est une force, c'est un tour de force. Alors, un sculpteur comme Landowski est pris dans une alternative terrible et, je dirais, inconciliable. Après la guerre, comment commémorer l'héroïsme des hommes face à la brutalité des armes? Alors, voilà, il y a au musée des maquettes. Il n'y a évidemment pas les monuments qui sont réalisés, qu'il réalisera, mais voici les maquettes qu'il a réalisées pour obtenir les commandes. Ce sont les maquettes pour obtenir les commandes qui sont au 10e, à peu près. Donc en voici une, en voici une seconde. Alors cette époque-là, l'homme ne compte plus, c'est les chiffres qui comptent. C'est la science, la technique, l'industrie. Tout ça, ça se chiffre, c'est l'économie, mais l'homme, il est pris dans cette tourmente mécaniciste. Tiens, pour utiliser un isme de plus. Quelle pensée employer? Ça a été une grande question. Je pense que Paul Landowski a été quand même un homme qui s'est posé énormément de questions, je dirais, sur un plan humain, moral. Et je le comprends. Et je m'associe à lui. Voici un autre monument magnifique de lui. C'est la maquette. Là, je pense qu'elle est au quart ou au 5e. Au 5e. Alors, elle fait 1,50 m à peu près de haut. Ça s'appelle les fantômes. Ce sont différents soldats, vous voyez. Et alors, ils sont comme inclinés les uns vers les autres. Comme ça, ils forment une espèce de colline. C'est une très belle maquette. Je n'ai pas vu l'œuvre définitive. Mais la maquette est sublime. Et alors, il y a des choses absolument sublimes. Et alors, il a tenté, pour résoudre ces problèmes moraux, ces problèmes de conscience, il a proposé un projet de temple de l'homme. Et il s'est énormément attaché à ce temple qui, finalement, ne verra pas le jour. Il y a des bas-reliefs magnifiques, des très, très grands bas-reliefs qui font, je ne sais pas, presque 2 mètres de large. Alors, je n'ai pas photographié, je n'ai pas montré tout en entier. Et au centre, il y a des figures qui lui semblent canaliser, en quelque sorte, les vies humaines, canaliser les moments forts de l'histoire de l'homme. Il y a, alors je ne me rappelle plus, mais il y a un Christ, évidemment, il y a peut-être un Bouddha ou des choses comme ça. Mais c'est des très, très belles choses. Vous voyez, ces gravures sont absolument magnifiques. Voilà le projet. Mais ça, c'est un des dessins. Il en a fait tout un tas. Il y a un meuble au musée, mais c'est très difficile de photographier. Ça, c'est un truc, je ne sais pas où je l'ai pris. Je crois que c'est M. Crétès qui me l'a envoyé. Il m'a beaucoup aidé. Je présente cette Sainte Geneviève de lui. Il n'aimait pas cette sculpture et il était en désaccord avec l'architecte. Mais je la présente quand même parce que tout le monde la connaît. Elle est sur le pont de la Tournelle, mais il n'était pas d'accord avec l'œuvre. Et voilà un magnifique portrait de Sun Yat-sen, un plâtre original, mais alors grandeur nature qui est magnifique. Alors là, il y a une sérénité, il y a comme une gravité, c'est l'émotion. Je pense que ça convenait assez bien comme thématique à Paul Landowski. Et voici le portrait de son fils, le compositeur Marcel Landowski, qui deviendra académicien, une personne qui a eu une grande importance dans le monde musical. Et donc ça rend ce portrait d'autant plus touchant quand on connaît l'avenir, le futur de cet homme, de cet enfant. Louis Didon. Alors on passe à tout à fait autre chose. C'est incroyable la diversité qui se présente et qui continuera à se présenter. Louis Didon. Je l'ai fait sauter, Louis Didon. Voilà. Alors la production de Diderot est principalement figurative, avec une prédilection pour les... Voici son portrait. Une prédilection pour les motifs féminins et on lui connaît entre autres une très importante série de dessins de Sanguine, de Fusain, dont il y aura une photo à ce propos. Un autre portrait de lui, c'est un homme qui était
connu pour être un homme extrêmement gentil. Et nous avons plusieurs académiciens parmi nous qui ont été ses élèves, dont Anne Poirier et Claude Abeille, qui est là présent, et qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup apprécié cet homme pour sa gentillesse, sa générosité. Et ça ne m'étonne pas. Quand on voit sa sculpture, elle est toute en rondeur, sans accident, je dirais. Elle est une recherche sur la beauté de la femme. On voit qu'elle ne dissimule pas la générosité ni le goût de vivre de l'artiste. Souvent, les sculpteurs l'ont dit ou pensé, aucune parole ne s'accorde à la sculpture. Elle est silencieuse, elle est muette, et si elle déclenche une émotion, elle est profonde, et la main qui crée, puis le regard seul suffisent. Les mots la banalisent. Diderot fait manifestement partie de ceux pour qui réaliser le corps féminin, ce qu'il peut contenir d'amour, de bonheur, de rassurant, est une limite au-delà de laquelle on ne peut aller. C'est en soi un message, un effort et un aboutissement. Il n'y a rien d'autre que la contemplation et l'état heureux qu'elle procure. Donc voici une série d'œuvres de Louis Diderot. Voici ses dessins. Et voici Patrick Poirier m'a envoyé 2 photos, 2 fontaines qui ont été réalisées par Diderot pendant la guerre, car il s'était réfugié à Lourmarin. Et donc, Anne et Patrick Poirier ont bien connu Louis Diderot, et ils ont beaucoup aimé cet homme, et ils ont été amis avec lui. Ils m'ont témoigné de la gentillesse de cet homme et de son caractère heureux. On va passer à, alors oui, une autre fontaine de Louis Diderot qui se trouve à... On va passer à Nicolas Schoeffer. Alors là, on passe d'un monde complètement dans un autre. Hein. On peut dire que l'art de Nicolas Schoeffer est l'exact opposé de celui de Louis Diderot. J'avais dit que je mettrais ma montre pour voir l'heure. On passe de la pierre, de la rondeur, de la forme ramassée, on passe au métal. Alors, voici Nicolas Schoeffer, n'est-ce pas? Grand théoricien de l'art, révolutionnaire. Révolutionnaire parce qu'il a amené une sculpture, dans la sculpture, le mouvement. En fait, je disais à Michael Levinas, qu'on parlait ce matin au téléphone, je crois, je lui disais qu'il avait trouvé un art indiscipliné, en dehors des disciplines. Il ne se cantonnait pas, il avait du mal à se cantonner dans une discipline. Il passait d'une expression dans une autre. Sa sculpture, la puissance de sa sculpture, outre son élégance et sa simplicité, c'était quand même qu'elle ne restait pas sur elle-même, elle se déployait dans l'espace. Et cette idée de déploiement de l'œuvre sculpturale dans l'espace, beaucoup d'artistes l'ont, en fait, je pense, tous l'ont, le rapport de la forme avec l'espace, du déploiement, du fait qu'il y ait une influence réciproque. Tout le monde tous les sculpteurs le pensent. Mais là, je dirais, il le réalise de manière effective. Et parce que c'est un théoricien, parce que c'est un homme qui aime mettre les idées en ordre. La sculpture de Schoeffer est légère. Voilà des œuvres de Schoeffer. Alors vous voyez dans la page de droite, c'est une sculpture qui, à la fois, c'est comme une sorte d'échafaudage extrêmement léger, qui tourne sur lui-même. Très souvent, il tourne, il y a un mouvement giratoire, et il y a associé des petites ailettes, des disques, des choses colorées qui viennent, qui tournent, c'est toute une horlogerie, je dirais, hein, c'est toute une espèce d'assemblage d'horlogerie extrêmement subtil, très très bien calculé. Il ne faisait pas du tout les choses à la légère, hein, même si sa sculpture est légère. Il faisait des choses très, très étudiées, donc c'est parfait au point de vue ingénierie, et il y a des petites lampes qui sont associées, si bien que la lumière se projette sur les palettes qui tournent, tout tourne, et finalement la sculpture, elle est imprévisible. On ne peut pas prévoir la forme qu'elle aura, le mouvement qu'elle aura, et comment l'influence qu'elle va avoir sur les murs. Tout va bouger autour d'elle, tout va se déplacer, il va y avoir une espèce de déplacement généralisé et imprévisible. Bon, alors, j'aurais bien voulu vous montrer une vidéo, ça n'a pas été possible, parce qu'il y a pas de très bonne vidéo. Il n'y en a qu'une qui est rigolote, mais en même temps, ça dessert, je trouve, plutôt Schoeffer qu'autre chose.
c'est parce que c'était un homme qui était chauffeur, c'était un homme très cultivé, très intelligent, très théoricien, mais en même temps qui était dans le monde du spectacle. Et donc il y a une vidéo où on voit Brigitte Bardot habillée d'une tenue tout à fait adéquate, n'est-ce pas, métallisée, et qui chante « Contact ». Bon, j'aurais pu vous passer ça, mais je pense que c'était pas bien. Et donc, par contre, sa sculpture qu'on voit ici au centre a inspiré Maurice Béjart. Et donc les danseuses, le corps de ballet de Maurice Béjart est venu plusieurs fois danser, étudier des danses avec le mouvement des sculptures de Nicolas Schoeffer. Il y a eu un spectacle qui a été donné au théâtre Sarah Bernard à partir de plusieurs sculptures de Nicolas Schoeffer. Donc ça a été un personnage extrêmement important en son temps. Il a vraiment révolutionné. Il a réalisé ces sculptures-là, on voit un petit peu la couleur. On voit ici le mouvement, le phénomène sur le mur, disons sur les murs alentours, de la manière dont cette sculpture se déporte, envahit l'espace. Hein, vous voyez que c'est toujours très élégant. Et alors, voilà. Et alors, au fur et à mesure du succès de son œuvre, évidemment, les œuvres sont devenues de plus en plus grandes. Là, c'est une tour qui a été édifiée, une sculpture tour cybernétique, spatio-cybernétique, spatio-dynamique, comme le disait Nicolas Schoeffer. Et il y a c'est très élégant et très beau, hein, et tout ça est en mouvement de manière très précieuse, très équilibrée. Et il a fait un projet extrêmement important d'une tour de 300 mètres de haut pour la Défense, qui a failli, qui a été vraiment sur le point d'être construite. Et je dois dire que je le regrette. Elle n'a pas été construite parce qu'il y a eu le décès de Georges Pompidou, qui était son défenseur principal. Donc l'œuvre n'a pas été réalisée, mais ça aurait été une espèce de... C'est une espèce d'équivalent de la Tour Eiffel. Ça aurait bien marqué une époque, je trouve. Je pense qu'on a raté quelque chose. François Staly. François Staly. Alors d'une poétique, je dirais poétique précise, on passe à une toute autre poétique avec l'œuvre de François Staly. Donc voici un très beau portrait, admirable. On pourrait facilement, à propos de l'œuvre de Staly, parler d'abstraction, mais je pense que le terme d'abstraction n'est pas le terme qu'il adopterait. L'idée d'abstraction était très en vogue au moment où on découvrait son travail. Hein, ça a été une découverte après-guerre. Lui, il précède tout ça. Hein, il est tout à fait à la pointe d'une aventure nouvelle de la sculpture. Ouais, je parlerai pour ma part d'une poésie ou d'évocation à distance, d'impression libre au moyen de la forme, d'impression qui concourt à un sens commun mais indéfinissable. Et pour ça, il faut montrer plusieurs œuvres de Staly, n'est-ce pas ? Dans son travail, il y a une douceur, une sorte de tendresse, une absence de violence. Rien d'imposé. Staly conserve toujours un rapport étroit avec la matière au début. Ce qu'il voulait essentiellement, c'est découvrir. Donc utiliser la matière pour découvrir quelque chose, n'est-ce pas ? Et découvrir quelque chose qui ne s'impose pas, qui est libre. Et c'est extrêmement important. Il tire profit de ce qui survient, de ce qui est espéré sans être attendu. On voit sans voir, d'une certaine manière, on comprend sans comprendre. Ce que voyait François Staly, ce que je vois, c'est... Je ne sais pas ce qu'il voyait. Et chacun de nous peut y voir quelque chose de différent. Nous regardons la même sculpture, la photo, mais en réalité, nous ne sommes pas face au même objet, d'une certaine manière. Enfin, pas au même objet mental. C'est une autre pièce Alors, évidemment, il a fait la relation entre certaines formes et, par exemple, la Vénus autantote, les Vénus tout à fait primitives, hein, de l'Espugue et tout ça. Voilà, là, les formes qu'il a tirées d'une souche d'arbre, n'est-ce pas ? Là, ça s'appelle Combat d'oiseaux. Alors, il est parti de quoi, je ne sais pas, je pense d'une souche d'arbre aussi. Mais regardez, c'est absolument magnifique. Il est très inspiré. Et c'était une très grande découverte à l'époque.
Alors, il a vécu reclus pendant la guerre. Il était d'origine suisse et allemande. Je ne sais plus où est Catherine. Il était d'origine suisse-allemande. Hein, allemand. Il était carrément allemand. Voilà, italien et allemand. Il s'est réfugié au milieu d'un groupe d'artistes, le groupe de l'Opède, et il a toujours conservé cette espèce de relation. Pour lui, ça a été très important. La sculpture n'est pas quelque chose qu'on s'approprie, mais qu'on partage d'une certaine manière. Et donc, beaucoup de commandes ont été réalisées par les artistes qu'il a connus à l'époque de l'occupation. Et voilà quelques-unes des réalisations communes, là en particulier avec Étienne Martin, Antoine Poncet, membre de l'Académie, Jacques Delahaye, Claude Idoux, Lenormand, enfin des artistes qu'il a aimés, qui étaient des amis. Et ça, pour François Staly, c'était extrêmement important, cette amitié, cette conjonction, cette harmonie qui pouvait être trouvée à plusieurs. Avec son fils architecte, il va créer voilà, un certain nombre de ses œuvres, plus personnelles, à partir du bois. Il a beaucoup travaillé le bois, et pour des grandes commandes, comme ça, des grandes œuvres. Voilà à la maison de la radio, à l'intérieur, les grands portiques. Voilà à Jussieu, à l'université de Jussieu, la faculté. Voilà les fontaines, il a fait beaucoup de fontaines en pierre, magnifiques. Celle-ci est celle du parc floral de Vincennes, donc on peut la voir, je pense qu'elle est, sans danger, enfin elle est tout à fait sans danger, je veux dire qu'elle ne risque pas de... C'est une pierre qui est extrêmement permanente. Et alors donc avec son fils, ils ont réalisé un bâtiment, ils ont acheté une propriété au Cresté, dans le Vaucluse, et ils ont réalisé une sorte de lieu, je ne dirais pas de résidence, mais un lieu où il y avait la possibilité d'accueillir plusieurs artistes. D'abord lui, sa femme, et ce sont un ensemble de bâtiments, de locaux autour d'un patio, et assez replié sur lui-même, mais aussi entouré d'une forêt. Et donc, dans la forêt, il a demandé à des amis artistes de réaliser un certain nombre d'œuvres. Et il y a eu pendant longtemps au Cresté un certain nombre d'œuvres d'artistes comme Nils Udo qui étaient présentes dans la forêt autour du Cresté. Sinon, voilà, il travaillait au Cresté, il a fait des études, il préparait ses projets, voilà, ce qu'il appelait une sorte de pré-montage. Voilà. On le voit là travailler une pièce importante. Il n'avait absolument pas peur de la dimension, ne l'effrayait pas. Hein. Le poids non plus. Et voici François Staly à la fin de sa vie. Eh bien, voilà, on arrive au bout du chemin. Moi, je ne sais pas me résumer, hein, parce que d'abord, je n'ai pas fini le parcours, n'est pas terminé, du moins je l'espère. Donc, la synthèse n'est pas possible. Hein, mais je ne sais pas combien de temps il me reste, un petit peu, ça va. Bon. Je dirais que, avant de montrer des diapos, ça a été très compliqué. Hein. Le peintre peut représenter l'homme et le paysage. Je répète, le peintre peut représenter l'homme et le paysage qui l'environne et montrer les relations qui existent, les continuités et les ruptures entre l'homme et le paysage. En sculpture, apparemment, au premier abord, ça n'est pas possible. En réalité, bien évidemment que oui. Nous sommes toujours quelque part en un lieu à la verticalité de l'instant. Nous voyons, nous touchons, nous sentons, nous pesons sur le sol. La sculpture exige un être là, la verticalité de la présence. Cette idée de traduire l'homme et le paysage en sculpture s'est présentée à moi de différentes façons, et d'abord de cette manière-là.
Voilà. Représentation de l'homme, rencontre amoureuse, je dirais, avec le corps de la femme. L'homme, ici, est une île solitaire. Et alors, il y a un très beau texte du poète, comment il s'appelle, le poète que tu disais tout à l'heure, là. Je trouvais juste son texte dedans, c'était formidable. Rainer Maria Rilke, ouais. Justement, sur cette idée-là, précisément, l'homme est seul, il est une île. L'homme est une île, alors une île solitaire, une île qui nous invite à l'exploration. Donc c'est une sorte de parcours, de chemin, de rencontre. Mais c'est une île qui est bordée par l'inconnu, c'est-à-dire l'homme contient le paysage, il est à l'intérieur de lui. Au-delà de la forme, il n'y a rien d'imaginable, rien qui se présente ou se représente. Donc, cette idée d'île, de détachement, de relation à la réalité uniforme de l'aplat m'a semblé très importante. Mais en même temps, ce qui était plus important, c'est quand même faire de la sculpture. Voilà, donc voilà ces différentes îles, n'est-ce pas? Celle-ci s'intitule « Pensée du paysage », puisque tout le paysage vient en quelque sorte mourir ou habiller la forme, se réunir dans la forme. Voici un dessin, parce que notre atelier se situe dans la plaine, entre la Beauce et le Gâtinais, à la jonction des deux, et c'est un paysage qui est évidemment extrêmement plat, on pourrait dire, où la ligne d'horizon prend une importance considérable. En réalité, cette ligne d'horizon, nous sommes d'accord, elle n'existe pas. Ce n'est qu'une présence virtuelle. Mais elle est très importante parce qu'elle est le moment où se séparent, où s'attachent, comme on veut, la terre et le ciel. Et la réalité humaine, c'est finalement cette minuscule verticale qui fait la jonction, n'est-ce pas? Et c'est une jonction qui va loin. Elle est visible, je dirais, à distance, comme ça. C'est un petit trait vertical dans l'immensité, d'ailleurs une immensité telle qu'il n'y a pas de bord à cette immensité, n'est-ce pas? Il n'y a aucune limite, et ça c'est extrêmement important. Nous sommes dans une réalité non bordée. Il reste cette verticalité dont une partie est visible, mais au niveau des sentiments, elle se prolonge et vers le bas et vers le haut, ou elle vient du bas et elle va vers le haut. Tout ça, ce sont des impressions, des intuitions que l'on peut avoir lorsqu'on réalise la sculpture. Voici, sur le thème du chemin. Le chemin vient à nous, mais on pourrait dire que le chemin, il vient à nous, mais il part de nous. On avance, et le chemin le plus inconnu, c'est celui qui part de nous, n'est-ce pas? C'est celui qui est en train de se construire en nous, n'est-ce pas? Et un chemin à partir de l'homme qui marche, voici... pardon, excusez-moi, je n'avais pas encore fini ma démonstration. C'est un petit peu comme les lignes de la main. Là, on voit que le paysage est dressé, se dresse à la verticale, il y a une verticalité, et que c'est toute une verticalité qui finalement se redéverse et recrée le chemin. Donc c'est un rapport entre l'horizontal et la verticale. Lydia Rambaud a fait un texte dernièrement sur mon travail, très gentiment, où justement elle dit que le travail de cette sculpture, c'est le rapport entre la verticale et l'horizontale. Il y a l'horizontalité de la plaine, c'est une horizontalité de la matière. Voilà un chemin, voilà d'autres chemins. Je vous présente quelques chemins. Et voilà le chemin qui petit à petit commence à recréer une forme, n'est-ce pas? Devenir forme, c'est-à-dire que le paysage vient se rassembler. Alors, essayer de rendre ce côté édification du paysage en l'homme. Mais l'homme subsiste, il n'a pas disparu pour autant, il y a une forme de résistance de sa présence. La présence, c'est précisément cela, c'est cette rencontre, je dirais, entre une réalité qui nous borde, qui est au-delà de nous, mais où, d'une certaine manière, qui entre en nous. Tout ce que nous voyons, nous l'avons dedans.
Tout ce que nous le sentons en nous. Toute cette réalité est en nous. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est important, ce sont à la fois le parcours, mais un parcours qui se fait à l'intérieur de quelque chose, d'indéfinissable. Je dirais qu'il y a une naissance, il y a une mort, et que ce chemin, justement, précisément, le chemin là, ici, complètement dans l'horizontalité, cette sculpture n'est pas murale, elle est horizontale. Elle est à plat, par terre. Elle peut se mettre verticale pour une autre manière de la percevoir et d'être récit, mais elle est construite horizontalement. Et l'importance, c'est où va, n'est-ce pas, ce chemin qui est au centre de quelque chose d'indéterminé. Et c'est ce sentiment de présence, d'existence, il est là. Et j'essaie de le marquer par une série d'œuvres comme celle-ci. Alors, voilà quand la verticalité commence à se dessiner, quand les choses commencent à se construire dans cette verticalité, quand l'homme échappe, je dirais, à la pesanteur, ou il n'échappe pas, il a conservé cette pesanteur, mais il s'étage progressivement. Il gagne, je dirais, la sculpture gagne en verticalité, mais elle s'approche de sa propre disparition. Elle est présente et construction de sa propre disparition. J'ai mis quelques chemins et quelques, comme ça, manières dont le paysage tisse, je dirais, tisse la présence, tisse la forme, voilà, ce que j'ai appelé paysage de la femme assise, la manière dont toute la réalité et la largeur de la réalité vient se réunir en nous, et en nous, pour la sculpture, c'est à sa surface, ce qu'elle révèle. Voici une femme assise, en voici une autre. Voici un chemin à habiter, voici un homme vertical, la plaine traversée. On pourrait dire que la plaine est traversée, mais qu'elle traverse, elle nous traverse, et c'est-à-dire que la réalité nous traverse, nous sommes traversés par cette réalité, et je dirais d'une certaine manière, elle sculpte, elle fait une sculpture en nous, c'est une sculpture de présence, un corps de présence. Et voilà, je termine sur ce chemin. Voici le paysage autour de Givrennes, là où nous habitons, Laure et moi. Et c'est une photographie de Christophe Soupirot, qui est venu avec Régine Delapisse faire un film sur notre travail, à Laure et moi, un film qui s'appelle L'atelier dans la plaine. Voilà. Je vous remercie. Alors, beaucoup de gens nous ont aidés. Hein. On n'a pas été seuls, Laure et moi, à faire ça. Bon, Laure a été d'une aide totalement indispensable. En plus, elle a subi les difficultés de l'ordinateur, du PowerPoint, qui n'en a été pas un. Tout ça, elle a survécu à la bourrasque. Mais d'autres gens nous ont aidés et je les en remercie beaucoup. Voilà. Alors, je vous rappelle que vous pouvez maintenant vous précipiter pour poser des questions à Jean, et je profite simplement quand même pour vous dire que, en ce qui concerne Nicolas Schoeffer, nous avons été très proches de sa veuve, et nous étions prêts à faire un musée Nicolas Schoeffer. Elle était entièrement décidée, et elle a malheureusement disparu. Elle était très âgée, quelques semaines avant la signature définitive, et ses enfants n'ont pas souhaité continuer. Je regrette, car nous aurions pu vraiment sauver l'intégralité de l'œuvre, non pas qu'elle va être, mais elle va être forcément un peu dispersée. Et c'est une chose. Il y a des fois dans la vie des rendez-vous ratés, mais ça nous a en tout cas permis de voir cette œuvre magnifique. Donc, mesdames et messieurs, profitez de la présence de Jean. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton. Sur le bord du siège, vous avez un micro et un... Ah. Oui. Jean, merci pour ta prestation.
Il y a quelque chose dans ton travail, même quand c'est petit, de monumental. Et j'aurais aimé, j'espérerais, ou peut-être que l'as-tu déjà réalisé, j'aimerais voir une sculpture absolument gigantesque. Est-ce que tu as un projet de sculpture gigantesque? En réalité, l'idée m'est venue à un certain moment et même on me l'a proposé. Bon, ça, en définitive, ça ne s'est pas fait. Et finalement, je ne regrette pas parce que je pense que c'est un phénomène, pour moi, la sculpture, ça reste un phénomène intime. Et tout ce que je ne peux pas embrasser comme ça, entre mes deux mains élargies au maximum, et ben là-bas, ça commence à devenir une espèce d'inconnu. Et il va falloir commencer à prendre des engins, des outils. Ce qui est formidable de travailler l'argile, c'est qu'elle a une semblance avec le corps. Elle est d'une présence facile. Elle a toujours servi aux sculpteurs pour être la première manifestation de leur impression, de leurs sentiments, de leurs désirs. Et à partir du moment où on commence à déborder, alors quand je parlais de Joux était connu pour être capable de faire des œuvres colossales, pas monumentales, colossales, c'est-à-dire de plus de 4 mètres. En réalité, c'est impossible, ça déborde. Je dirais qu'il faut des moyens. Maintenant, actuellement, avec les moyens mécaniques, on pourrait le faire facilement, mais ce serait mécanique. C'est ça ce qui me retient, je dirais. J'ai du mal à imaginer que... mais ce serait très possible. Ça pourrait être admirable, je dirais. Mais pour le moment, ça ne se présente pas, donc je n'y pense pas trop, quoi. Moi, je vais quand même te taquiner, mon cher Jean, sur une chose. Enfin, pas taquiner, parce que je suis épaté, mais en tant que secrétaire perpétuel, je suis celui, bien qu'étant musicien, je suis celui vers lequel viennent tout le temps plein d'idées, et tu sais que même dans ta section, ou dans d'autres, beaucoup militaient pour dire maintenant, peinture, sculpture, gravure, c'est fini tout ça, nous sommes des plasticiens, et qui peuvent tout faire. Et moi, j'ai eu l'impression de voir des gens qui, effectivement, étaient sculpteurs, mais pouvaient magnifiquement dessiner ou peindre. J'ai même à la maison un de tes dessins absolument sublimes. De la même façon, j'ai vu des peintres comme notre ami Caron qui faisait de la sculpture, etc. Mais que quand même, fondamentalement, quand on t'entend parler, je ne t'imagine pas plasticien, même si tu peux faire d'autres choses. Je voulais savoir comment tu ressens cette volonté qu'on aurait d'arrêter, par exemple, à l'Académie des Beaux-Arts, les sections. Eh bien, tout à l'heure, en parlant de Nicolas Schoeffer, qui est un peu un transfrontalier, lui, il traverse les frontières, je pense qu'il y a de temps en temps qu'un artiste, à un moment donné, ait envie de franchir, parce qu'il est allé vers la musique, il est allé vers des choses, il n'a pas cessé d'inventer, de créer et de changer, de faire d'explorer au-delà de la sculpture. La sculpture n'était pas absolument... c'était le centre, mais ça ne l'empêchait absolument pas de déborder. Voilà. Donc il y a quand même une idée de centre, c'est-à-dire on part d'eux et on va explorer plus ou moins largement. Ça, c'est une chose que je trouve très intéressante. Et de toute façon, je veux dire, il y a une liberté dans la création qui n'est même... Il n'y a même pas besoin il n'y a pas de diktat à faire. Il y en a qui ont envie de faire... de changer, de passer de la sculpture à la peinture, de la peinture à la gravure, au dessin, à la musique, que sais-je. Pourquoi pas? On ne peut pas... c'est la liberté et c'est une nécessité, et certains artistes arrivent précisément à comme ça traverser. D'autres, mais en faire une loi, en faire... Ça, je ne suis pas d'accord. Non, je pense qu'on ne doit pas légiférer, je dirais, alors que
pas que ce soit exceptionnel, ça peut même être, il peut y avoir beaucoup d'artistes qui, comme ça, traversent ces frontières. Mais je pense d'abord qu'ils ont tous, toujours un centre, ils partent de quelque part et ils rayonnent autour. Et d'autre part, je ne vois pas pourquoi retirer cette richesse, parce que c'est quand même une richesse, la diversité. Et là, je dirais, le fait qu'on puisse passer une frontière et qu'il y ait une résistance à cette frontière, c'est une richesse. Et si on passe tout le temps des frontières, eh bien, on ne finit que dans l'uniformité, en réalité. Et ça, c'est le pire de tout. Hein. Il me semble... Oui, pardon. Je serais très, très intéressé si tu t'exprimais sur quelque chose que j'entrevois sur l'ensemble de ta présentation, c'est-à-dire la fonction ou la place de la sculpture. Par exemple, j'ai été fasciné en prenant conscience pour le XIXe siècle à quel point la sculpture, finalement, habite notre quotidien de la ville et de la mémoire. Puis je vois une forme de modernité très symptomatique qui est peut-être chez Schoeffer une métamorphose de l'œuvre elle-même dans son matériau, mais en même temps la transversalité de quelque chose. C'est-à-dire qu'on a, à l'époque, dans les 92, dans la musique, je pense à Nirkam notamment, aux tentatives de la spatialisation, mais aussi je pense à la Documenta de 92, où il y avait des œuvres de Totschika. C'est un très grand travail sur la cinétique en sculpture. Et je vois le travail de Stali, et donc je suis passionné par la manière dont tu cibles ton travail, et donc tu ne peux pas ne pas avoir une réflexion sur ces métamorphoses de la fonction de l'œuvre. Ah, mais je pense qu'elle est, c'est essentiel qu'il y ait, mais c'est la richesse humaine, je parlais du regard qui est un faisceau, c'est-à-dire que nos regards créent un espèce de faisceau sur l'objet, sur la réalisation, qui n'est pas une réalisation artistique, qui n'est pas, on appelle objet, c'est un objet de conscience, disons, un objet de sentiment, de quelque chose qui réunit à un moment donné, donc qui unit, et puis elle a réuni. J'en parlais aussi quand j'ai parlé du portrait de la princesse de Monaco par Dejoux. Ça unit, c'est-à-dire qu'on réalise un portrait parce qu'on a réuni du temps et de l'émotion dans un même lieu, dans un même endroit. Mais après, cette chose qui se réunit, eh bien, est renvoyée dans toutes les directions. Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, toutes ces directions peuvent être explorées et détachées, découpées, en disant, ben voilà, c'est ce segment-là qui m'intéresse et sur lequel je me sens à l'aise, mais ça ne m'intéresse pas du tout de travailler un autre segment. Et ça, c'est absolument passionnant. Et je pense que tous les arts ont un côté comme ça, confluent, et puis, non, c'est pas le bon terme, là, je dis un truc qui ne va pas, non. Convergent, voilà, et puis divergent. Et ça, c'est. Mais je pense que c'est la réalité artistique qui est une réalité finalement strictement humaine, proprement humaine, qui n'a pas de intuitive. Je pense que, par exemple, la philosophie est très intéressante pour la sculpture parce qu'elle est aussi dans cet attachement d'arriver à réaliser quelque chose qui est là maintenant, qui a un sens du être là maintenant, surtout du être là, du rapport entre le lieu et la présence. Et ça, c'est une question fondamentalement philosophique et qui est de base. Eh bien, ça fait des sculptures, mais ça fait de la philosophie, ça fait un étonnement permanent quotidien. Comment ne pas s'étonner de notre propre existence, de l'existence de la réalité et de sa richesse. Et moi, pour terminer peut-être cette réunion et vraiment cette formidable présentation, mes confrères compositeurs, lorsque je leur ai proposé que nous fassions les concerts d'un fauteuil que nous avons fait ici, Eressuli Mantovani, on était, nous, à jouer des musiciens, de musiciens que nous connaissions plus ou moins bien, et dans une ligne comme ça. Lorsque j'ai proposé qu'on fasse la même chose ici, à tous nos confrères, vous êtes donc 8 pour la première série,
finalement, tous ceux qui ont commencé à travailler m'ont dit la même chose. « Oh là là, mais quel boulot, mais on te déteste, mais dans quoi tu nous as mis ?» Et finalement, maintenant que c'est fait, maintenant que tu t'es plongé vers des œuvres dont certaines tu connaissais parce que tu as une bonne culture, mais quand même pas du tout comme tu as dû le faire, qu'est-ce que tu en ressors? Alors, je veux te dire, d'abord, quand tu as émis cette idée, j'ai tout de suite senti que c'était une bonne idée. Bon, ça, je n'ai pas réfléchi, ce n'est pas une réflexion, c'est une intuition. Je me suis dit, c'est bien ça, il va se passer quelque chose. Bon, alors donc, ça m'a intéressé. Je veux dire que je ne me rendais pas compte à quel point j'étais ignorant. Parce que, en réalité, bon, je ne savais même pas que j'étais assis sur les genoux de chauffeur, que j'étais assis sur les genoux de chauffeur qui lui-même était assis sur les genoux de Diderot, qui sont quand même plus confortables, et de Guillaume, ou d'Allard. Je ne connaissais pas Guillaume, je n'avais aucune idée de cet homme. Non, mais c'est des rencontres formidables, parce que c'est des rencontres à travers l'art qu'on pratique. C'est pas une rencontre. Il y a des rencontres qu'on peut faire au bistrot, c'est formidable, ou dans je sais pas, un bal, un soir, c'est extraordinaire. Mais là, c'est un lieu très particulier, c'est le lieu de la sculpture. Faire des rencontres dans le lieu de la sculpture, mais c'est un vrai plaisir. Bon, après, il y a des problèmes d'ordinateur. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Cela mis à part. Je vous rappelle que ceux qui le souhaitent ou celles qui le souhaitent peuvent faire dédicacer un livre à la sortie.